Vous connaissez cette sensation, ce moment où tout semble basculer dans l'irréel, où le quotidien se transforme soudainement en cauchemar. C'était exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là, alors que la tempête d'hiver s'abattait violemment sur Montréal. Les rues étaient désertes, recouvertes d'un épais manteau blanc. Le vent hurlait à travers les fissures de ma vieille maison de Côte-des-Neiges, créant une ambiance pesante, presque suffocante. J'étais seul, attendant patiemment que la tempête passe, bien à l'abri de la furie extérieure. Mais je ne savais pas que l'horreur viendrait d'ailleurs, de quelque chose de beaucoup plus proche, quelque chose que je ne pouvais pas fuir. Tout a commencé lorsque le téléphone a sonné. Oui, ce vieux téléphone fixe que je n'avais presque jamais utilisé depuis que j'avais emménagé. Il ne sonnait jamais. Jamais. Pourtant, à cet instant, au milieu de la tempête, il a brisé le silence. Je me suis levé d'un bond, hésitant un instant avant de décrocher. À l'autre bout, une voix. Douce, à peine audible. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'elle répétait mon nom encore et encore. Qui est-ce ? Ai-je demandé d'une voix tremblante, mais la seule réponse que j'ai obtenue était la répétition de mon prénom, chaque fois plus fort, plus distordu, jusqu'à ce que cela devienne une cacophonie infernale. Si cette histoire vous intrigue et que vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de frissons et d'histoires qui vous tiendront éveillés toute la nuit. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes terrifiants. Revenons maintenant à cette nuit où tout a changé pour moi. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression que l'air autour de moi devenait lourd, presque palpable, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se tenait à côté de moi, invisible. Puis, sans prévenir, le téléphone s'est tu. Un silence de mort a envahi la pièce, me laissant seul avec le bruit oppressant du vent et de mon souffle court. Instinctivement, j'ai regardé par la fenêtre, et là, en bas, de l'autre côté de la rue, j'ai vu une silhouette. Elle était debout, immobile, enveloppée dans un manteau sombre, le visage caché sous une capuche. Je ne pouvais distinguer aucun trait, mais je savais qu'elle me fixait. C'était une certitude. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Je suis resté figé, mon regard accroché à cette silhouette, incapable de bouger. Mes jambes refusaient de m'obéir. Qui était cette personne ? Pourquoi restait-elle là, à me regarder, en plein milieu de cette tempête ? Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, et pourtant, la figure ne bougeait pas. Puis, sans prévenir, elle a tourné les talons et a disparu dans la tempête, avalée par la neige tourbillonnante. Je suis resté là, paralysé, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais arrêté de respirer. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. Et quelque part, au fond de moi, je savais que cette nuit ne serait pas la dernière fois que je verrais cette silhouette. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque petit bruit me faisait sursauter, chaque craquement me paraissait suspect. Mais la silhouette ne revint pas. Au matin, quand la lumière blafarde de l'aube s'est infiltrée à travers les rideaux, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais il y avait cette sensation persistante, ce poids dans ma poitrine, qui me disait le contraire. Je me suis décidé à appeler la compagnie de téléphone, espérant au fond de moi que cela m'apporterait une explication rassurante. Peut-être un problème de ligne ? Mais quand j'ai expliqué la situation à l'opérateur, ce qu'il m'a répondu m'a glacé jusqu'aux os. « Monsieur, votre ligne téléphonique n'est plus active depuis un mois. » Mon cerveau refusait de traiter l'information. Comment cela était-il possible ? J'avais clairement entendu le téléphone sonner. J'avais clairement entendu cette voix, terrifiante et persistante. Et cette silhouette ? Je devais comprendre. Ce soir-là, malgré mes peurs, je suis resté dans la maison, le téléphone désormais muet à mes côtés. J'espérais que rien ne se passerait, que tout était derrière moi. Mais quand la nuit est tombée, la tempête est revenue, encore plus violente, et avec elle, le téléphone. Il a sonné une fois, 2 fois. Je savais que je ne devais pas répondre. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mes mains tremblaient en décrochant. Cette fois, il n'y avait pas de voix. Rien qu'un souffle, lent et régulier, comme si quelqu'un se trouvait juste derrière moi, respirant à mon oreille. J'ai fermé les yeux, espérant que tout s'arrête, que ce soit un cauchemar. Puis, sans prévenir, la voix est revenue, plus forte, plus claire. « Regarde dehors. » Mon cœur s'est arrêté. Je savais que je ne devais pas obéir, mais mon corps bougeait presque par lui-même. Je me suis approché de la fenêtre, lentement, chaque pas résonnant comme une condamnation. J'ai tiré le rideau. La silhouette était de retour, mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, d'autres figures se dessinaient, floues dans la tempête, mais leurs yeux étaient fixés sur moi. J'ai reculé précipitamment, lâchant le téléphone qui s'est fracassé au sol. Les battements de mon cœur étaient assourdissants.
Je ne pouvais pas rester là. Je devais fuir. Mais en me retournant, j'ai compris que je n'étais plus seul dans la maison. Des pas résonnaient dans le couloir. Ils se rapprochaient, lentement, inexorablement. J'ai couru vers la porte, mais avant de l'atteindre, elle s'est claquée devant moi, me laissant piéger dans ma propre maison, avec eux. La dernière chose dont je me souviens, c'est cette ombre qui s'est glissée derrière moi, froide et implacable. Dès que j'ai posé mes valises dans cet appartement du plateau Mont-Royal, j'ai su que quelque chose n'allait pas. C'était un petit studio, vieux mais plein de charme, niché dans un quartier vivant de Montréal. La vue depuis la fenêtre offrait un panorama saisissant de la ville. J'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie ici. Mais dès la première nuit, les choses ont pris une tournure étrange. J'avais à peine fermé les yeux que j'ai entendu des pas. D'abord lents, puis plus pressants, comme si quelqu'un marchait dans le couloir. J'étais seul, pourtant les bruits ne cessaient de résonner, me gelant le sang. J'ai essayé de rationaliser, peut-être les voisins, ou les craquements normaux d'une vieille bâtisse. Mais la vérité est que, dès ce moment, une ombre s'était installée dans mon esprit, prête à me plonger dans un cauchemar dont je n'étais pas encore conscient. Avant de continuer cette histoire qui va vous glacer le sang, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les récits effrayants, pleins de suspense et d'horreur, c'est ici que vous les trouverez. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires terrifiantes. Revenons maintenant à cette nuit qui a tout changé. La deuxième nuit fut encore pire. Alors que je me préparais à dormir, les portes du placard se sont soudainement fermées d'elles-mêmes, avec un fracas assourdissant. J'ai sursauté, le cœur battant à tout rompre. Je me suis approché du placard, m'attendant à voir quelque chose, quelqu'un, mais il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un silence pesant, presque étouffant. J'ai essayé de me calmer, me disant que c'était sans doute un courant d'air. Pourtant, je sentais que ce n'était pas normal. L'air semblait plus épais, chargé d'une énergie oppressante. C'était comme si cet endroit, qui paraissait si charmant au départ, essayait de me faire comprendre que je n'y étais pas le bienvenu. La troisième nuit, c'est là que tout a basculé. J'ai été réveillé en plein milieu de la nuit par une sensation étrange, celle d'être observé. Mes yeux s'ajustaient lentement à l'obscurité, et c'est alors que je l'ai vue. Une ombre, plus noire que la nuit elle-même, se tenait dans le coin de la chambre. Immobile. Je ne pouvais pas distinguer de visage, mais je sentais son regard fixé sur moi. Mon corps entier était paralysé par la peur. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis, en un clin d'œil, l'ombre disparut, se fondant dans les ténèbres. Mais l'atmosphère demeurait oppressante. L'air était lourd, presque irrespirable, comme si une présence invisible l'écrasait autour de moi. Le lendemain matin, je me suis précipité vers la salle de bain pour me rafraîchir, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Sur le miroir embué, des mots étaient écrits, tracés à la hâte dans une écriture tremblante. « Tu es chez moi maintenant. » J'ai reculé d'un pas, mes jambes flageolantes. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait clairement me faire comprendre que cet appartement n'était pas un simple lieu de vie. C'était une prison, une cage où une force ancienne et malveillante régnait en maître. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de l'appartement. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le locataire précédent avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Il s'était évaporé sans laisser de traces, et personne n'avait jamais réussi à découvrir ce qui lui était arrivé. L'enquête n'avait mené à rien, mais des rumeurs circulaient dans le quartier. Certains disaient qu'il était parti sans prévenir, d'autres affirmaient qu'il avait été victime de quelque chose de surnaturel. Cette idée, qui semblait absurde au départ, devenait de plus en plus plausible au fur et à mesure que les jours passaient. Chaque nuit apportait son lot de terreur. Les bruits s'intensifiaient. Des voix, des murmures à peine audibles, se faufilaient dans l'obscurité, juste à la limite de l'audition. Des ombres traversaient les murs, rapides, insaisissables, mais toujours présentes. Je n'étais jamais seul, même lorsque tout semblait calme. La présence dans l'appartement se faisait de plus en plus oppressante. J'étais piégé, et il n'y avait aucun moyen de fuir. Une nuit, alors que je tentais désespérément de trouver le sommeil, quelque chose de pire se produisit. Je me suis réveillé, en sueur, avec cette même sensation d'être observé. Mais cette fois, ce n'était pas une ombre dans le coin de la pièce. C'était sur moi. Une force invisible me maintenait cloué au lit, me comprimant la poitrine. J'essayais de bouger, mais mes bras et mes jambes refusaient de répondre. J'étais complètement paralysé. Puis, j'ai senti un souffle glacé à mon oreille, suivi d'un murmure que je n'oublierai jamais. « Je ne te laisserai jamais partir.
À cet instant, j'ai su que je devais quitter cet endroit, mais comment? À chaque fois que je faisais mes valises, quelque chose d'inexplicable survenait. Une nuit, mes affaires, que j'avais soigneusement rangées dans des cartons, furent éparpillées dans tout l'appartement à mon réveil. Une autre fois, la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur, bien que je sois certain de l'avoir laissée ouverte. C'était comme si l'appartement lui-même me retenait, refusant de me laisser partir. J'ai commencé à perdre la notion du temps. Les jours et les nuits se confondaient. La présence, autrefois passive, était désormais agressive. Les objets bougeaient, les lumières s'éteignaient et s'allumaient toutes seules. Une nuit, j'ai entendu des coups survenant de l'intérieur des murs, comme si quelqu'un frappait désespérément pour sortir. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seulement hanté par des esprits. Quelque chose de beaucoup plus sombre vivait dans cet appartement. Finalement, un soir, alors que je ne pouvais plus supporter cette oppression, j'ai rassemblé tout mon courage et tenté une dernière fois de fuir. Je courais vers la porte, mais elle s'est claquée devant moi avec une violence inouïe. J'ai senti une présence derrière moi, me frôlant presque. J'ai su que c'était la fin. Mon regard s'est tourné vers le miroir de la salle de bain, où, cette fois-ci, un message plus long avait été inscrit. Tu ne partiras jamais. Cet endroit est à moi, tout comme toi. Ce fut la dernière nuit que j'ai passée dans cet appartement. Le lendemain matin, je suis parti en courant, sans me retourner. J'ai laissé tout derrière moi, y compris une partie de mon âme. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du locataire qui a pris ma place, mais une chose est certaine. Ce qui réside dans cet appartement ne le laissera jamais partir non plus. Alors, si vous passez un jour par le plateau Mont-Royal, faites attention. Derrière la façade charmante de certains immeubles, se cachent des secrets qui ne demandent qu'à être découverts. C'était une nuit de vendredi, l'air était lourd et une étrange énergie flottait dans l'atmosphère. Mes amis et moi avions décidé de faire une balade nocturne dans le parc en Grignon, une idée qui, à ce moment-là, semblait excitante et innocente. Le parc, en plein jour, est un endroit magnifique avec ses grands arbres et ses sentiers paisibles. Mais la nuit, tout change. Les arbres qui semblaient si accueillants devenaient des ombres menaçantes, et les chemins familiers se transformaient en labyrinthes inquiétants. En marchant sur ces sentiers sombres, nous avions l'impression d'être observés, comme si le parc lui-même nous épiait. Avant d'aller plus loin dans cette histoire terrifiante, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les récits effrayants qui vous laissent sans voix, c'est ici que vous les trouverez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune des histoires glaçantes que nous partageons. Revenons maintenant à cette nuit qui a changé nos vies à jamais. Alors que nous nous enfoncions davantage dans les profondeurs du parc, une sensation de malaise s'installait. Le silence était total, à l'exception du craquement occasionnel des branches sous nos pieds. Nous plaisantions pour nous rassurer, mais au fond, chacun de nous ressentait la même chose, quelque chose n'allait pas. C'est alors que, sur un sentier moins fréquenté, nous sommes tombés sur une cabane délabrée que personne d'entre nous n'avait jamais remarquée auparavant. C'était étrange, car nous étions tous venus dans ce parc de nombreuses fois, mais jamais nous n'avions vu cette structure. Elle se dressait là, à moitié cachée par des buissons épineux, avec une porte qui grinçait sous le vent léger. La curiosité nous a piqués, et malgré la réticence de certains, nous avons décidé d'entrer. L'intérieur de la cabane était encore plus effrayant que son extérieur. Les murs étaient humides et couverts de mousse, et le sol jonché de vieux journaux et de papier moisi. Il y avait une odeur de renfermé, un mélange de bois pourri et de quelque chose d'indéfinissable, presque métallique. Nous étions en train d'explorer les lieux, tentant de comprendre ce qu'était cet endroit, quand l'un de mes amis a trouvé un vieux journal sous une pile de débris. Il était jauni par le temps, et sa couverture semblait avoir été griffée à plusieurs reprises. En l'ouvrant, nous avons découvert des dessins horribles, des visages déformés, des figures sans yeux, des silhouettes tordues dans des positions impossibles. Il y avait aussi des mots griffonnés, mais ils étaient incohérents, comme si la personne qui les avait écrits avait perdu la raison. Alors que nous feuilletions ces pages cauchemardesques, un bruit sourd a résonné à l'étage au-dessus de nous. Des pas. Des pas lourds et lents, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans la pièce du dessus. Mon cœur s'est arrêté. Nous étions tous pétrifiés, car nous savions que nous étions seuls, du moins, c'est ce que nous pensions. Le bruit s'est intensifié, les pas devenant plus rapides, plus insupportables. Sans réfléchir, nous avons tous couru vers la sortie, paniqués, bousculant tout sur notre passage. En sortant en trompe de la cabane, j'ai commis l'erreur de jeter un coup d'œil en arrière. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une silhouette se tenait à la fenêtre de l'étage supérieur. C'était une figure floue, mais ses yeux étaient d'un blanc pur, sans pupille, fixés directement sur moi.
Ce regard pénétrant m'a glacé le sang. Je n'ai pas pu bouger pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, jusqu'à ce que mes amis me tirent par le bras, me ramenant à la réalité. Nous avons couru sans nous arrêter, traversant le parc à toute allure, jusqu'à ce que nous soyons bien loin de cette cabane maudite. Nous ne sommes jamais retournés au parc en Grignon après cette nuit. Ce que nous avons vu et ressenti là-bas, c'était comme si quelque chose, une présence ancienne et maléfique, nous avait prévenus de ne plus jamais revenir. Cette silhouette aux yeux blancs, c'est pas venant de nulle part. Tout cela hante encore mes rêves. J'ai cherché à en savoir plus sur ce parc, mais il n'y avait aucune mention d'une cabane ou d'une quelconque disparition mystérieuse. Pourtant, je suis convaincu que quelque chose rôde dans ce parc après la tombée de la nuit, quelque chose qui ne veut pas être dérangé. Même des années après cet événement, lorsque je repense à cette nuit, mon cœur se serre. Cette figure aux yeux blancs continue de me hanter. Parfois, je me réveille en pleine nuit, persuadé de sentir son regard sur moi, comme si elle m'avait suivi hors du parc, comme si elle attendait patiemment le moment où je baisserais ma garde. Le parc en Grignon cache des secrets que personne ne devrait tenter de découvrir. Vous avez déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose vous observe? Cette impression sourde que quelque chose n'est pas à sa place, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus? C'est ce que j'ai ressenti cette nuit-là, dans l'ascenseur de l'immeuble Sun Life. J'avais entendu des histoires étranges depuis que je travaillais là-bas. 2 ans à passer devant cet ascenseur numéro 13, celui que personne n'osait prendre. Mais ce soir-là, je n'avais pas le choix. Il était tard, trop tard, et les autres ascenseurs étaient hors service. Ce fut le début de la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire terrifiante, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les récits glaçants qui vous tiennent éveillé la nuit, c'est ici que vous trouverez les plus effrayants. Activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle histoire. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous à découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans l'ascenseur maudit. Le bâtiment Sun Life est un des plus anciens de Montréal, un gratte-ciel majestueux au cœur de la ville. Pendant 2 ans, j'y avais travaillé sans jamais prêter attention aux rumeurs. Tout le monde parlait de l'ascenseur 13, prétendument maudit, celui qui aurait une volonté propre, un esprit qui contrôlerait son parcours. On racontait qu'il menait les gens à un sous-sol inexistant, un endroit hors du temps. C'était une légende urbaine, une de celles que vous racontez pour effrayer les nouveaux venus. Mais je n'étais pas superstitieux. Du moins, pas avant cette nuit. Je me souviens de la fatigue qui pesait sur mes épaules alors que je rassemblais mes affaires pour enfin quitter le bureau. Il devait être près de minuit, et l'immeuble était étrangement silencieux. Mes collègues étaient partis depuis longtemps, me laissant seul dans ces immenses couloirs vides. Quand je suis arrivé devant les ascenseurs, tous les numéros étaient éteints, sauf celui du 13. Une boule s'est formée dans mon estomac, mais j'ai ignoré cette peur irrationnelle qui montait en moi. Après tout, ce n'était qu'un ascenseur, non? En entrant dans la cabine, une odeur étrange m'a frappé, un mélange de métal froid et de moisi. Je n'avais jamais senti cela avant. Le silence était lourd, et les néons grésillaient faiblement. J'ai appuyé sur le bouton pour descendre au rez-de-chaussée, mais l'ascenseur ne s'est pas arrêté là. À ma grande surprise, il a continué à descendre, lentement, comme s'il était attiré vers quelque chose de plus profond. Je n'avais appuyé sur aucun autre bouton, et pourtant, il descendait, inexorablement. Le panneau indiquait un étage que je ne connaissais pas. Un S pour sous-sol, mais il n'y avait pas de sous-sol dans cet immeuble. Du moins, pas selon les plans. Les portes se sont ouvertes sur un couloir sombre et étroit, totalement différent de ceux que j'avais vus dans le bâtiment. Les murs étaient faits d'un béton brut, froid et gris, et l'air y était glacial, comme si j'avais soudain quitté la chaleur de l'immeuble pour entrer dans une cave oubliée. Contre toute logique, je suis sorti de l'ascenseur. Mon cœur battait à tout rompre, mais une curiosité malsaine me poussait à avancer. À chaque pas, une sensation oppressante se faisait plus forte, comme si quelque chose me suivait. J'entendais des bruits. Pas des bruits mécaniques, mais des chuchotements. Des voix lointaines qui murmuraient mon nom, ou du moins c'est ce que je croyais entendre. Elles semblaient venir de partout, encerclant l'espace étroit où je me trouvais. Je me suis arrêté brusquement, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Devant moi, à quelques mètres, une ombre se tenait là, immobile. C'était une silhouette humaine, mais elle semblait floue, comme si elle flottait entre 2 mondes. J'ai senti mon corps se figer de peur, mes jambes incapables de bouger. Puis, cette chose a avancé, lentement, sans un bruit. Son visage, il n'avait pas de traits distincts, mais ses yeux, ils étaient creux, d'un noir absolu. Une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a envahi, me paralysant sur place.
C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose toucher mon épaule. Un contact froid, glacé, comme la main d'un mort. Mon instinct a pris le dessus. J'ai couru, sans réfléchir, sans regarder en arrière. Chaque pas résonnait dans ce couloir interminable, mais l'ascenseur semblait de plus en plus loin. Les chuchotements s'étaient intensifiés, devenant des cris déchirants. C'était comme si des dizaines de voix m'appelaient, me suppliaient de rester, de les rejoindre dans cet abîme inconnu. Quand j'ai enfin atteint l'ascenseur, les portes étaient sur le point de se fermer. J'ai plongé à l'intérieur, à mon grand soulagement, elles se sont refermées juste avant que l'ombre ne puisse me rattraper. Les lumières de la cabine ont commencé à clignoter, puis tout s'est éteint. Pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était la fin, que l'ascenseur allait rester coincé ici, dans ce lieu hors du temps. Puis, sans prévenir, l'ascenseur a commencé à remonter. Le silence était total à l'intérieur, mis à part le bruit sourd de ma respiration haletante. Quand les portes se sont enfin ouvertes au rez-de-chaussée, j'ai couru hors du bâtiment sans me retourner. Cette nuit-là, quelque chose s'est passé, quelque chose qui m'a changé à jamais. Depuis cet incident, je n'ai plus jamais pris l'ascenseur 13. En fait, je n'ai plus jamais travaillé tard dans ce bâtiment. Chaque fois que je pense à cette nuit, j'ai l'impression que l'ombre m'observe encore, comme si elle attendait le moment où je baisserais ma garde pour revenir me chercher. Certaines histoires hantent votre esprit pour toujours. Des récits que l'on entend, que l'on rejette comme des légendes urbaines, mais que l'on redoute secrètement de vivre un jour. J'ai toujours pensé que les histoires autour de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal étaient de simples contes pour effrayer les curieux. Mais un après-midi, ma vie a basculé. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti ce jour-là, continue de me réveiller la nuit. C'était réel. Une rencontre avec une présence qui n'était pas de ce monde. Avant que je ne vous raconte l'histoire dans les moindres détails, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos récits les plus effrayants. Si vous aimez les histoires qui vous donnent des frissons et vous empêchent de dormir, activez la cloche. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Croyez-moi, c'est une histoire qui va vous hanter bien après l'avoir écoutée. C'était une belle journée d'automne à Montréal, le ciel légèrement couvert et une brise fraîche qui annonçait l'arrivée de l'hiver. J'avais toujours entendu parler de l'Oratoire Saint-Joseph, un lieu majestueux, sacré, où beaucoup venaient chercher paix et réconfort. Ce jour-là, j'ai décidé d'y faire un tour. Je ne savais pas que ma vie allait changer à jamais. En gravissant les marches imposantes menant à l'oratoire, je ressentais une étrange sensation. Comme si quelque chose d'invisible m'observait. Je me disais que c'était l'atmosphère solennelle du lieu, son silence écrasant qui jouait avec mon esprit. Mais une partie de moi savait déjà que ce n'était pas seulement ça. Arrivé en haut, je me suis arrêté pour contempler la ville en contrebas, cherchant à me détendre, à chasser cette impression d'oppression qui me collait à la peau. Je me suis avancé vers les petites chapelles extérieures où les gens viennent allumer des bougies et prier. C'est là que je l'ai vue. Une femme, agenouillée devant les bougies, vêtue d'un long manteau ancien, comme sorti d'une autre époque. Ses cheveux sombres tombaient en cascade sur ses épaules et ses mains étaient jointes, comme en prière. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses yeux. Ils étaient vides. Littéralement. Comme si son regard traversait le monde, comme si elle n'était pas vraiment là, ou plus exactement, comme si elle n'avait jamais appartenu à ce monde. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et malgré moi, je me suis approché. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle murmurait quelque chose, mais je ne comprenais pas. Ce n'était pas du français, ni de l'anglais, ni une langue que j'avais jamais entendue. Ses lèvres bougeaient lentement, ses mots semblants résonner dans l'air, comme un écho lointain. Plus je m'approchais, plus l'air autour de moi devenait lourd, presque suffocant. C'est alors qu'elle s'est levée. Lentement, avec une grâce étrange, comme si elle flottait plutôt que de se tenir sur le sol. Et ses yeux, ils se sont soudain fixés sur moi. C'était comme un coup de poing en plein ventre. J'étais figé, incapable de bouger, comme si une force invisible me maintenait en place. Elle a commencé à marcher dans ma direction. À chaque pas, le temps semblait ralentir. Les ombres autour d'elle semblaient s'étirer, déformant la réalité, et ses murmures se faisaient plus forts, envahissant mon esprit. Je voulais courir. Je voulais fuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Mon corps était cloué sur place, pétrifié par la peur. À mesure qu'elle approchait, son visage est devenu plus clair. Ses traits étaient figés dans une expression d'horreur indescriptible. Un sourire étrange, tordu, s'étirait sur ses lèvres, comme si elle prenait plaisir à ma terreur. Finalement, mes instincts ont pris le dessus, et j'ai réussi à tourner les talons et à courir. Je courais à travers les couloirs de l'oratoire, mais c'était comme si le lieu s'était métamorphosé en un labyrinthe sans fin. Chaque porte que j'ouvrais menait à un autre couloir,
chaque escalier semblait ne jamais s'achever. Derrière moi, j'entendais toujours ces murmures, ces paroles incompréhensibles, comme si elles provenaient de tous les recoins à la fois. J'étais en train de perdre la raison. Ce lieu sacré était devenu un piège. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai finalement trouvé la sortie. Essoufflé, le cœur battant à tout rompre, je me suis retourné une dernière fois, et c'est là que je l'ai vue. Elle était à l'entrée de l'oratoire, me fixant de ce même sourire dément. Ses yeux, toujours vides, semblaient briller d'une lumière étrange. Et puis elle a disparu. Littéralement. Comme si elle n'avait jamais été là. Je suis rentré chez moi ce soir-là, mais je n'ai jamais retrouvé la paix. Cette femme, ce qu'elle était, je ne le saurai peut-être jamais. Mais une chose est sûre, elle n'était pas humaine. Depuis ce jour, je n'ai jamais remis les pieds à l'oratoire. Quelque chose en ce lieu est profondément mauvais. Si vous décidez d'y aller, faites attention. Peut-être croiserez-vous son chemin.